on puisse se connecter et on va pouvoir démarrer. Tous les micros sont unmutés, mais vous pouvez bien évidemment communiquer au travers du chat ou du Q&A qui sont disponibles dans Webex. Et nous démuterons les micros en fin de session afin que vous puissiez aussi éventuellement poser des questions en live. Nous allons bientôt pouvoir démarrer, encore quelques secondes. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On attend encore juste quelques secondes pour que les derniers participants puissent se joindre à nous. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce nouveau webinaire Cegid. Donc, l'objectif de ce webinaire, c'est de vous évoquer et de vous rappeler ce qu'on a présenté à Cegid Connection à Monaco au mois de juin. Donc, tous nos clients ne pouvaient malheureusement être parmi nous, donc on a décidé de faire une série de webinaires pour vous parler des annonces majeures, mais aussi vous partager un certain nombre de tendances qui ont été évoquées pendant ces 2 jours. Donc, je me présente, Olivier Kiono, je suis responsable de la partie produit pour la business unit retail de chez Cegid. Et Stéphane Escriva, je suis directeur des opérations de la BU Retail de Cegid depuis 5 ans, depuis le rachat à 6 ans par Cegid. On voulait vous parler en préambule de Connection, sur ce qu'est Connection pour nous et évidemment pour nos clients et nos partenaires. Alors je vais vous en parler parce qu'en fait, pour tout vous dire, j'ai découvert aussi Connection à l'occasion de cette première session parce que c'était mon premier Connection. Évidemment, le Covid nous avait empêché de faire cela pendant plus de 2 ans et puis je n'ai pas pu participer à la session qui avait eu lieu à Madrid. Et donc, moi, c'est un petit retour d'expérience, un peu le rôle du Candide, mais c'est 2 jours qui sont vraiment non-stop. Et c'est très, très intéressant parce que c'est vraiment intense, particulièrement bien organisé par notre équipe marketing et qui regroupe un grand nombre de participants. Hein, c'est 450 participants avec 30 pays. Ça caractérise le côté international de Cegid qui arrive aussi à déplacer des partenaires, des clients qui viennent de tous les continents. Très intéressant de voir aussi l'intérêt que cela peut susciter, bien évidemment, au travers de nos propres frontières. Et puis, 280 participants qui étaient connectés au live streaming sur certaines sessions. Là aussi, c'est très intéressant. Évidemment, on a un retour de la satisfaction de nos clients qui est de 100%, c'est-à-dire qu'ils ont retrouvé, en fait, je pense, au travers, et ce que j'ai pu moi aussi trouver au travers des Connection, le fait que pendant 2 ans, on n'ait pas pu participer à ce type d'event, et ce fut particulièrement intéressant de pouvoir retrouver tout le monde sur place. Ça participe aussi bien évidemment entre le contenu et le fait de se retrouver parce qu'il y a aussi un environnement festif autour de tout ça. Et donc ça a participé à la réussite de cet événement. Alors, comment est construit Connection en fait? Ça me paraît un point important de vous le décrire. Hein. Donc, il y a un certain nombre de sessions plénières, comme vous voyez illustré en haut à gauche du slide. Un certain nombre d'annonces aussi qui se font de façon particulière ce jour-là, et notamment l'acquisition de Store IQ, qui nous paraît être quelque chose d'important, puisque c'est une première acquisition dans la partie retail depuis 2017. Donc, on a trouvé, on va dire, la société ad hoc pour compléter nos offres retail. Beaucoup de témoignages clients, on a mis énormément d'emphase sur le sujet parce que c'est important aussi de partager des expériences
entre clients et partenaires. Et puis des ateliers thématiques, bien évidemment, pour parler non seulement de nos solutions, mais aussi de solutions partenaires qui peuvent exister dans la logique des paiements et autres. D'ailleurs, à ce titre-là, simplement vous préciser que vous savez qu'il y a deux ateliers de web séminaire qu'on anime aujourd'hui. Donc, une partie qui traite un certain nombre de thèmes et un autre web séminaire qui auront lieu la semaine prochaine aussi, qui traiteront d'autres thématiques, parce qu'on ne pouvait pas tout adresser en un et un seul séminaire, web séminaire. Donc, des différents euh, localisations. Donc, on avait le CG Innovation Store qui nous permettait en fait de vous présenter l'ensemble de nos outils, produits et innovations. Un village partenaire extrêmement fourni avec des solutions connexes. Aujourd'hui, je crois qu'il apparaît clair à tout le monde qu'un éditeur ne peut pas fournir toutes les solutions pour tous les sujets et qu'il doit se doter d'un écosystème extrêmement fort pour pouvoir vous apporter des solutions rapides à tester rapidement dans vos magasins. Et ça nous paraissait important de pouvoir aussi mettre en valeur tout l'écosystème partenaire. On va dire une zone qui parlait de la partie expérience client, c'est-à-dire c'est l'ensemble des points de contact que vous pouvez avoir avec notre entité qui a été illustrée sur Connection. Un CJ de Retail Life Store Factory, et là on n'a pas eu peur puisque l'idée était de vous montrer au travers des différents process de création de fonctionnalités, comment est-ce qu'on intégrait une fonctionnalité qui n'existe pas, comment on l'a designée dans la journée, en fait, en vous proposant le différent cycle. Et puis, on a illustré donc lors de la dernière session comment est-ce qu'une fonctionnalité a été définie, a été produite au niveau de l'UX, lui, a été ensuite développée, a été testée, puis a été implémentée dans l'outil. Donc, c'était une petite gageure. Mais c'était aussi assez intéressant et instructif pour les personnes présentes de se dire qu'elles pouvaient voir comment étaient produits en fait les applications. Et puis, une partie Metaverse que l'on a travaillé avec Retail VR, notre partenaire, où on a illustré non pas la vérité absolue de ce que doit être le metaverse pour le retail, parce qu'on n'a pas cette prétention-là. En revanche, c'était de dire voilà quelles peuvent être les illustrations à date que l'on pouvait proposer et comment est-ce qu'elles s'intégraient à nos outils. Voilà, donc des zones différentes, évidemment accessibles à tous pendant toute la durée de l'event. Alors, côté plus festif, je l'ai dit, hein, évidemment, on apprend beaucoup de choses, on rencontre beaucoup de monde, mais aussi une beach party, aussi une remise de ward, aussi un dîner de gala, et le tout dans un environnement, comme vous le voyez au travers des photos qui sont présentées, pas forcément désagréables à Monaco, dans un hôtel qui permettait notamment d'avoir, ne serait-ce que dans toutes les zones que j'ai pu décrire tout à l'heure, une vision de l'ensemble de l'endroit où nous nous trouvions, et c'était forcément aussi très agréable. Il n'y a pas de mal à se faire du bien dans ce type de rencontre. Alors, euh, évidemment, tout un grand nombre de thématiques hein, qui ont pu être traitées. Donc, évidemment, le commerce unifié, les nouveaux parcours, le rôle du magasin et puis du super vendeur, on l'adressera notamment tout à l'heure dans l'exposé, le pilotage des stocks, toute la partie data qui nous semble être aussi quelque chose d'important et qui est illustré dans notre propos aujourd'hui, la supply chain avec le Made in France, c'est ce qui a été adressé notamment au travers de notre outil que vous connaissez qui est Orly, hein, on a un grand nombre de relocalisations et Orly est tout désigné pour pouvoir équiper les enseignes qui souhaitent le faire de cette façon-là. La roadmap de nos produits, toute la partie compliance, point extrêmement fort de CG, d'accompagner ses clients, non seulement à l'étranger, mais aussi en France pour les complexités que l'on a déjà sur la NF525 qui est une chose, mais demain sur la dématérialisation des factures ou autres sujets, donc, et puis la protection des données bien sûr. Une partie cybersécurité, beaucoup de retailers ont pu être attaqués ces derniers mois, ces dernières semaines, en mettant en danger leur activité. Et la partie sécurité liée évidemment au cloud que l'on propose et qui se ouais, dont l'expansion est aujourd'hui, à mon sens, à peu près inarrêtable, nous permet de prendre des engagements sur cette partie sécurité. On l'a beaucoup illustré pendant le Connection. Nouveau modèle aussi de consommation et RSE. La crise actuelle nous montre que nous devons tous tendre vers ce monde-là, et notamment les sociétés comme les nôtres, qui sont des sociétés informatiques, qui n'est pas le monde le plus vertueux en termes de RSE, mais on ne peut que se corriger, et donc on a des initiatives qui sont prises. Là aussi, on l'adresse dans l'autre web séminaire et puis l'innovation utile et la découverte du métaverse. Alors justement, dans la conférence, Emmanuel Vivier, qui représente Hub Institute, un cabinet de tendance, nous a tous présents dans la salle rappelé qu'on a vécu sur ces derniers 18 mois une période sans précédent. Alors il a évoqué beaucoup de sujets, mais dans ce webinaire, pour en retenir deux,
C'est tout d'abord, bien évidemment, l'impact de la pandémie, en rappelant quelques chiffres clés. Alors, c'est intéressant parce qu'ils viennent outre-Atlantique, donc ça complète notre vision française, avec en avril 2021 un tiers de la population de New York qui s'était retrouvée sans emploi. Les dépenses des consommateurs sur l'ensemble de l'année 2021 sur la ville de New York qui ont baissé de 40%. Donc imaginez le chiffre d'affaires des magasins, moins 40% sur une année entière, et sans compter tout ce qui est tourisme qui était complètement à l'arrêt. Mais le phénomène qu'on a connu aussi, c'est forcément l'accélération du digital. Donc là, vous avez quelques exemples d'accélération entre 2020 et les projections 2025. Donc on estime que cette accélération va continuer, d'accord? Et donc ça aussi, c'est un phénomène qui nous touche tous, qui touche toutes les marques, qui touche tous les consommateurs et qu'il faut bien évidemment accompagner. Une fois ce feedback présenté et cette prospective, comment se positionne le magasin? Donc le premier élément qu'Emmanuel Vivier, lors de la plénière, a mis en avant, c'est que la notion d'omnichannel dont on parle depuis plus de 10 ans, si on veut qu'elle soit successful, qu'elle apporte de la valeur à de la marque, elle doit prendre en compte les trois dimensions et aucune doit être négligée. Omnichannel marketing, comment je vais personnaliser ma relation avec mes consommateurs sur l'ensemble des canaux qu'ils utilisent. Omnichannel en termes bien évidemment de commerce, comment je vais répondre à leurs demandes, à leur parcours d'achat, mais aussi omnichannel pardon, en termes d'expérience et de service client, quel que soit le canal, encore une fois, qu'ils utilisent. L'ensemble étant indissociable de la réussite d'une marque ou d'une enseigne aujourd'hui. Fort de ce constat, et c'était vraiment la thématique de l'événement Connection à Monaco que nous avions nommé Set the New Pace, donnons un nouveau rythme à nos business, c'est qu'aujourd'hui, une marque, une enseigne, pour être successful sur ces marchés, elle se doit d'apprendre et d'apprendre vite, et donc de tester des concepts, et du coup, en fonction des résultats de ces feedbacks, d'agir très rapidement sur la base de ces tests. Et ça, c'est vraiment ce qui nous anime et ce qui a animé la convention pendant 2 jours, cette notion de nouveau rythme, nouvelle vitesse à donner à nos business. Alors, durant la convention, beaucoup de thématiques ont été évoquées. On a parlé rapidement de métaverse, on va en reparler, de RSE, de réenchanter l'expérience magasin, de personnaliser la relation et d'utiliser les data, d'optimiser la supply chain, ainsi de suite. Et aujourd'hui, on a fait le choix de se concentrer dans ce webinaire sur 3 thématiques. Et dans la partie 2 du webinaire, où on vous invite à participer, on explorera les autres. Et bien sûr, on va voir comment Cegid se positionne à chaque fois. Alors, commençons par le métaverse, hein. Commençons par le côté un peu fun. En fait, la logique qui nous a été exposée par Eric Briones, c'est de se dire qu'on allait passer, en fait, qui est un expert hein, dans le patron du journal du luxe notamment, et qui travaille énormément sur cette problématique. En fait, on va passer d'un commerce qui est un commerce 2D ou 3D vers le métaverse. Alors, évidemment, on ne peut pas y passer tout de suite, on ne va pas y passer sans investissement et sans organisation complète autour de cette logique de métaverse. Mais pour autant, beaucoup d'enseignes, beaucoup de marques vont aller vers ce type de sujet. Un message fort que nous a passé Eric et qui est tout à fait réel, c'est que le métavers, c'est pas quelque chose de nouveau, ou en tout cas pas de complètement nouveau. Le métavers, c'est la croisée en fait des réseaux sociaux et du gaming, pour faire extrêmement simple. Et c'est un concept qui a été inventé par un écrivain qui s'appelle Stephenson. Alors métavers, je pense que tout le monde le sait, mais pour préciser, hein, ça veut dire méta, c'est au-delà, et vers, c'est univers. Donc son idée générique était de dire qu'on allait créer un monde qui était au-delà de l'univers. Et comme on le voit ici, Facebook, les premiers réseaux sociaux, la console Xbox, ensuite l'arrivée des bitcoins, les environnements type Roblox ou Fortnite un peu plus tard, puis après Decentraland, les jeux d'arcade, et aujourd'hui de nouveaux horizons jusqu'à aujourd'hui une société qui s'appelle Meta, qui juste avant s'appelait pas tout à fait comme ça, et qui investit énormément, vous l'avez vu ne serait-ce que dans les publicités encore récentes au niveau télé, et on voit que beaucoup d'investissements sont mis sur ce sujet-là,
On est dans la chasse aux talents aux États-Unis où Meta recrute des armées de développeurs et de concepteurs chez Microsoft, chez IBM et ailleurs, et où on est à la course aux talents pour créer de l'investissement et créer de la valeur dans cet environnement-là, sans que pour autant chacun sache, et nous les premiers, où ça va aller et comment ça va finir. En revanche, ne pas regarder serait à notre sens quelque chose qu'il ne faut pas faire parce que il faut monter assez vite dans ce type de train. Donc des environnements aujourd'hui, donc on est dans le commerce en 3D, hein, donc on digitalise en fait les produits et l'expérience. Vous voyez ici quelques petites vidéos qui vous permettent d'implanter des choses assez connues, hein, d'implanter, on va dire, des produits dans votre environnement pour voir quelle perception vous pouvez en avoir dans la vraie vie. On est sur des choses assez simples, hein, voilà, d'une montre à un poignet. Mais évidemment, on ne voit qu'un poignet qui n'est pas forcément le vôtre et une montre qui n'est pas forcément celle que vous avez choisie. Là où on arrive après dans une logique d'avatar qui permet là d'avancer encore de façon plus importante pour vous représenter à l'intérieur d'un monde virtuel. Et puis ensuite, la partie NFT qui permet effectivement de se dire que un produit plus un paiement égale une expérience à l'intérieur du metaverse, là aussi pour faire simple. Alors, le message clé que nous a donné Eric, hein, c'est que restons calmes sur le sujet et faisons des tests et étudions ce qui peut se passer. De grandes marques type Balenciaga et autres s'y sont déjà mis et vendent un certain nombre de produits, soit créés typiquement pour le metaverse, soit issus de leur ancienne collection. Donc ça, c'est très important, c'est-à-dire que toutes les sociétés, toutes les grandes maisons ont des stocks quasiment infinis de produits de modèles qui n'ont jamais été vendus et qui permettent d'être remis au goût du jour à l'intérieur du Metaverse et d'être revendus. Donc ça peut être par exemple une réalisation de produits complémentaires, en tout cas de revenus complémentaires. Et le sujet aujourd'hui, on est vraiment là, c'est d'étudier les sujets et de les tester. Ça nous paraît vraiment important et toutes les enseignes, qu'elles soient du luxe, du media market, sont éligibles à tester un certain nombre de choses dans le metaverse. Alors, on arrive effectivement ici au Web 3.0, hein, c'est-à-dire qu'on est à la croisée des chemins entre cette espèce de Far West que nous a décrit Eric, avec les plateformes de jeu, comme j'ai pu le dire, le metaverse, la blockchain qui tourne au milieu et les NFT et les marketplaces. Voilà, donc on est dans cette croisée des chemins. Toutes les enseignes et toutes les marques ne sont bien évidemment pas au même niveau de maturité sur ces sujets, n'ont pas forcément aussi les mêmes capacités d'investissement. En revanche, on peut à notre sens, et on l'a regardé ne serait-ce que pour nous-mêmes, on va vous l'écrire après, avancer pas à pas avec des petites expériences pour avancer notamment dans une logique de NFT, pourquoi pas de gaming, et permettre à sa marque de se déployer, à son enseigne de se déployer dans cet univers-là. Alors, nous avons réalisé un espace en fait, hein, avec Retail VR, avec différentes expériences. Donc, on a créé un showroom 3D interactif avec Millie. En fait, Retail VR a été scanné complètement le showroom. Et ça se passe en à peine une heure de temps pour scanner un showroom complet. Et on l'a créé donc sur une table tactile que vous voyez en dessous là où c'est jumeau numérique et intégration. On a créé donc sur cette table une capacité à se déplacer à l'intérieur du showroom de façon extrêmement simple, donc ce qui est une première immersion à l'intérieur d'un magasin. Et le tout, à partir du moment où vous avez choisi les articles, était intégré à notre CJ Retail Live Store, une intégration, on va dire, pour aller jusqu'au paiement qui s'est fait en fait en quelques heures, hein, de façon extrêmement simple entre Retail VR et Live Store. Et ça, c'est particulièrement intéressant parce que là aussi, comme je le disais, ça peut être des expériences, des initiatives à mettre en œuvre et puis tester l'appétence que pourraient avoir vos clients finaux à ce type de sujet. On a ensuite créé une expérience plus immersive avec des casques de réalité virtuelle. Donc, c'était à l'intérieur d'un magasin, un Nespresso, là aussi, qui a été scanné, qui a été digitalisé, et où le consommateur se promène à l'intérieur du magasin et peut avoir aussi une interaction. Il y avait réellement une interaction avec une personne civile qui s'est prêtée au jeu, une interaction avec un vendeur pour échanger sur le produit. Donc, un chat en live qui lui permettait en fait de convaincre et de passer d'une suspicion d'achat à un achat. Et ensuite, le tout est bénéfiquement intégré à un Retail Live Store. Et puis, on a créé aussi, chaque personne qui l'a bien voulu, a eu son premier NFT. Alors, pour beaucoup, c'était les premiers NFT. On a aussi découvert ça, hein.
c'est un point important. La logique de NFT est bien plus déployée dans d'autres pays que le nôtre, hein. Aujourd'hui, les pays notamment d'Asie et certains pays type la Thaïlande, on est à un tiers des Thaïlandais qui ont eu, on va dire, une monnaie, qui utilisent la monnaie numérique, ce qui est très loin d'être le cas en France. Mais là, on a essayé de donner une première expérience au travers d'un POAP, hein, qui est donc le Proof of Attendance et Protocol, donc qui permet de se dire que vous étiez présent à un moment donné, à un endroit donné, et d'avoir cette preuve numérique de votre présence. Ça se fait beaucoup dans les concerts, par exemple, ou autres sujets de ce type, et on a voulu l'illustrer. Là aussi, de manière extrêmement simple, pour pouvoir activer un NFT et puis s'acculturer à ce type de process. Alors en synthèse, hein, le metaverse, c'est l'évolution naturelle du web, hein, et c'est pas totalement nouveau. En tout cas, beaucoup de briques existent. Ce qui nous manquait au travers des briques, c'était le ciment. Le ciment aujourd'hui, c'est les technologies, hein, et ces technologies, elles existent. La 5G est un exemple, il y en a évidemment beaucoup d'autres qui nous permettent d'avancer vers ce type d'environnement. Dans notre conception, comme celle dans la conception d'Eric Briones, il n'y a pas de Web 3.0 sans NFT, et que le meilleur moyen de rentrer dans cette logique de metaverse, c'est aussi le NFT, pour commencer à créer, on va dire, une communauté de clients pour leur commencer à leur distribuer des produits avec ce type de moyens de paiement. Et puis notre logique, c'est d'explorer ensemble, hein, là aussi, je l'ai dit en préambule, pas la prétention d'avoir toute la vérité. En tout cas, nous y mettons les moyens, nous avons une practice au niveau de CJ Retail pour avancer avec un certain nombre de nos clients vers ce type de sujet. Et l'on souhaite avoir le maximum de possibilités sur ce sujet-là, typiquement aussi au travers de notre club utilisateur, la CRC, où nous pourrons travailler avec eux. Et si je puis du coup apporter une petite illustration concrète de cette exploration, depuis Connection, on a poursuivi les échanges avec certains clients. Par exemple, certains clients nous disent je souhaite, quand je vends un produit, pour pouvoir en même temps émettre le NFT au consommateur comme preuve de possession. Donc on commence à travailler sur des cas d'usage qui viendront compléter nos solutions. Bien évidemment, notre souhait n'est pas nous de nous positionner comme éditeur émettant des NFT, ce n'est pas notre métier, mais d'être en lien avec ce type d'acteurs, comme on peut l'être avec des acteurs de paiement ou autres. Demain, il faudra savoir s'intégrer dans cet écosystème. Alors, le deuxième sujet qu'on a choisi d'explorer aujourd'hui, c'est autour de la data, du data-driven commerce, et comment toutes les données que l'on a peuvent nous aider. Alors, ce qu'on a vu depuis 2019, c'est un certain nombre d'enseignes comme Converse, comme Nike, comme Levi's, proposer sur certaines typologies de produits, suivant souvent un seul modèle de la gamme, la capacité pour le consommateur de venir le personnaliser en boutique ou sur le web d'ailleurs, et obtenir un produit unique. Donc ça, cette notion de personnalisation a commencé à émerger. Il y a eu des pionniers avant, mais on va dire en 2019, on a commencé à avoir un certain nombre d'enseignes, mais ça a vraiment explosé en 2020. En 2020, cette notion de personnalisation en boutique, elle s'est développée dans énormément d'enseignes, voire à aller jusqu'à des enseignes dont l'objet même du magasin est de créer des produits personnalisés. Là, on ne se limite plus à un seul produit de la gamme où on va pouvoir mettre sa petite griffe ou choisir ses couleurs. Là, on est vraiment sur des produits dont l'objet, c'est de les personnaliser, de les rendre uniques. Et tout ceci implique un usage de la data derrière pour savoir comment répondre aux attentes du consommateur tout en étant profitable. Mais ça va bien plus loin. On est tous consommateurs aujourd'hui de plateformes de streaming, où ces plateformes de streaming, via une exploitation fine de la data, sont en capacité, que ce soit pour de la musique, des films, de nous proposer des contenus adaptés à nos préférences, à nos consommations passées. Et donc, par rapport à ça, c'est une bonne illustration de comment on arrive à personnaliser l'offre en fonction de nos attentes individuelles de chaque consommateur. La data derrière joue un rôle clé. C'est bien évidemment personne qui fait ça manuellement, ce sont des algorithmes qui le font. Et on pourrait illustrer ceci avec de nombreux cas d'usage. Dans le domaine de la publicité, pour cibler la publicité, dans le domaine du commerce online, offline ou social, dans le domaine
des services clients, de personnaliser les services clients, personnaliser les recommandations, du support client aussi, post-achat, le client quand il appelle pour être dépanné sur le produit qu'il a acheté, là aussi on peut l'accompagner dans son expérience, mais bien évidemment aussi sur des sujets plus internes à la gestion de la marque, comme la gestion du staff. C'est important vraiment aujourd'hui que le staff soit engagé et du coup qu'il communique, qu'il soit bien formé sur les nouveaux produits, sur la marque, sur les concepts du magasin, pour fournir la meilleure assistance aux clients. La data sert aussi à optimiser le pricing, optimiser la gestion des stocks, et ça c'est un facteur clé de succès d'une marque. Aujourd'hui, avoir le bon produit au bon moment, au bon endroit, au bon prix, avec la masse de références que l'on gère, ça devient clé d'utiliser la data pour faire ça. Bien évidemment, la supply en amont de l'aspect purement distribution joue son rôle et doit exploiter la data en termes de prévision de vente, de traçabilité. On peut aussi parler de livraison par drone, mais ça c'est encore un peu futuriste. Mais pour information sur ce sujet-là, il y a des zones aux États-Unis où Amazon, en ce moment, livre une grande partie des commandes par drone. Ça a démarré, ça va se déployer. Et donc, bien sûr, il faut analyser tout ça. Alors, on voulait vous illustrer un cas concret, comment nous, Cegid, on se positionne. On se positionne autour de cette data déjà pour vous donner les moyens de comprendre, d'analyser tout ce qui se passe dans vos process, dans les interactions avec vos clients. Et ça se fait autour d'une solution qu'on appelle Cegid Retail Intelligence. Et on a beaucoup travaillé avec nos clients sur définir les bons indicateurs, les bonnes analyses qui apportent de la valeur dans un objectif que ce soit très rapide à déployer. En seulement 2 jours, on peut vous mettre à disposition tout ça pour vous accompagner à l'usage et ensuite, bien sûr, le personnaliser. Et donc, on a des dashboards qu'on appelle, qui sont des analytics vous permettant d'avoir non seulement une vue synthétique, mais ensuite vous permettant de zoomer dans la data pour mieux comprendre. On couvre un large spectre de domaines, de l'analyse du comportement des clients et de la qualité des données, de l'analyse de la data protection sur les clients, de l'analyse aussi du classement de vos clients, de la segmentation de vos clients, des fréquences d'achat, des taux de rétention, de la fidélité, de l'engagement si vous avez un programme de fidélité, de l'impact de votre programme de fidélité sur vos ventes, de l'impact de vos promotions, de l'analyse de vos performances de vente suivant tout un tas d'axes, de l'analyse aussi des remises, de l'analyse de la fréquentation en boutique. Tous ces sujets-là sont disponibles et bien sûr de l'analyse des stocks, des rotations produits de manière très simple d'usage, personnalisable à votre marque avec des indicateurs additionnels. Et si je prends un exemple qu'on a travaillé récemment avec certains de nos clients, on a imaginé comment la data pouvait les aider à la prévention de la fraude. Donc on est allé à la rencontre d'auditeurs internes, souvent rattachés à la direction financière, qui auditent les réseaux de magasins pour identifier des comportements frauduleux. Et ça nous a permis de créer un dashboard qu'on a appelé ici Loss Prevention en anglais, qui permet d'identifier, par exemple, quels sont les vendeurs qui font le plus de remises ou quelles sont les boutiques qui font le plus de retours. Et on a défini comme ça des rankings pour derrière aider à aller regarder plus dans le détail s'il n'y a pas en interne des comportements potentiellement frauduleux. Donc, on continue en permanence à enrichir ce patrimoine de dashboard qu'on met à disposition de nos clients. Mais on a voulu aller plus loin et on s'est dit, c'est très bien qu'un retailer, une marque puisse analyser ces données sur tous ces axes, mais un bon complément pourrait être qu'elle puisse se comparer à ses pairs. Donc là, qu'est-ce qu'on propose avec cet add-on qu'on appelle Sales Benchmark? C'est la capacité à comparer vos ventes aux ventes d'un panel. Alors, ce n'est pas juste un panel comme on le voit dans certains journaux où une fois par mois, on donne quelques coups de fil à des boutiques et on les interroge sur leurs ventes. Là, c'est vraiment un panel normalisé où tous les jours, on récupère les données de caisse
de dizaines de milliers de magasins. Alors pour l'instant, c'est pour la France. On anonymise bien sûr toutes ces données et on vous permet de vous comparer, par exemple, par type de magasin, par zone géographique, par période. Et ça me permet, par exemple, de voir que sur une période, j'ai fait moins 6%, mais le total du panel qui est comparable à mon activité a fait moins 10. Donc j'ai surperformé par rapport à l'activité de mes concurrents. Ça peut être quelque chose d'important pour compléter la prise de décision sur un certain nombre d'actions. Et on a voulu, à l'occasion de Connection, cette fois-ci, descendre toute cette intelligence dans la boutique. Ce qu'on s'aperçoit en échangeant avec beaucoup d'enseignes, c'est qu'elles considèrent que en donnant une autonomie bien sûr contrôlée au patron de boutique pour décider d'actions, quelque part, chaque patron de boutique devient un mini chef d'entreprise, bien sûr dans le respect de la latitude qu'on souhaite lui donner, mais il peut ainsi, lui qui est sur le terrain, optimiser la performance de sa boutique. Et pour ça, il a besoin de données pour prendre ses décisions. Donc là, on est allé à la rencontre de plus de 60 patrons de boutiques dans différentes typologies d'enseignes pour les interviewer et discuter avec eux du type de données dont ils avaient besoin. Il ne faut pas les noyer sous les données, ce n'est pas l'objectif, il faut vraiment décider des données les plus pertinentes. Donc on a construit ce dashboard, et j'ai oublié de le dire, mais tout est aussi disponible sur mobile, bien évidemment. Et ce dashboard va aider le store manager à prendre les bonnes décisions. Lorsqu'on a fait ces interviews, on s'est aperçu qu'il y avait des store managers qui avaient une appétence aussi à creuser la donnée. Donc on a défini en complément de ce dashboard synthétique des dashboards plus détaillés qui vont permettre, comme ici, d'analyser les écoulements sur les produits, comme ici, de pouvoir analyser la relation client avec les différents segments qui viennent dans ma boutique, ou pouvoir me comparer aux autres boutiques du réseau, savoir où je me situe sur différents axes. Donc c'est une nouvelle offre qu'on a construite suite à ces enquêtes terrain qui est désormais disponible pour l'ensemble de nos clients. Donc voilà, les vues 360 et la capacité d'analyser les ventes, d'analyser les réassorts, de connaître un peu ces typologies de clients, d'analyser la performance des équipes de vente, bien évidemment, et d'optimiser au final tous ces éléments. En complément, mais rapidement par rapport à ce que vient de dire Olivier, qui était tout à fait pertinent, on demande de plus en plus au personnel magasin d'avoir des activités qui n'étaient pas forcément les leurs de façon originelle, et donc on complète leur métier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour certains doivent devenir des opérateurs de stock, avec des points de stock. Évidemment, avoir un relationnel client qui soit toujours meilleur, parce que les temps sont durs, il faut se différencier aussi dans la relation client, d'être de bons vendeurs, de bien préparer leur magasin. Mais il faut aussi leur donner des outils pour qu'ils sachent de façon instantanée et sans attendre le reporting auprès de leur DR, s'ils sont performants ou pas, s'ils sont efficaces ou pas. Et ce type d'outil est vraiment en fait complètement dans cette logique-là. Un retailer aujourd'hui et une marque ont une véritable mine d'or au niveau des données. Olivier l'a illustré tout à l'heure dans ses slides, mais ça va des logiques de B2B, le CRM, les produits, les moyens de paiement, enfin, c'est absolument phénoménal. Mais la mine d'or, aujourd'hui, nous, ce qu'on se dit, c'est que le prospecteur, ça va être sûrement le responsable du magasin. Et puis la pioche, ça va être sûrement les dashboards les plus pertinents possibles, les plus efficaces possibles, les plus mobiles possibles pour les opérateurs en magasin. Et ça, on pense que c'est fondamental. Là aussi, on en est au début, hein, évidemment, comme l'a dit Olivier, mais on a une unité complètement dédiée qui travaille aussi bien sur le contenu que sur l'UX, parce que là aussi, il faut que les outils soient pris en main de façon la plus rapide possible pour qu'ils soient utilisés. Donc merci Stéphane. Je vois par ailleurs qu'on a déjà une première question dans le chat, donc je vous invite à poser vos questions dans le chat quand vous les avez en tête et on les abordera en fin de session. L'autre thématique qu'on voulait évoquer, que Stéphane va aborder maintenant, c'est le digital dans le magasin. Là, on va rentrer vraiment dans l'univers du magasin et c'est une thématique qu'on a abordée aussi à Connection cette année. Alors, le digital, merci Olivier, le digital, là aussi, c'est pas toujours nouveau et ça n'a pas toujours fonctionné. Alors, on a mis quelques exemples ici
on va dire, d'initiative. J'ai eu la chance d'être à l'origine de l'initiative de gauche qui était les robots Pepper pour essayer de les distribuer en magasin. Ça n'a pas été un franc succès. En revanche, ça permet d'illustrer ce que pouvaient attendre à la fois les enseignes, les opérateurs en magasin, les problématiques RH qui vont avec. Mais ça permet d'illustrer un certain nombre de choses, mais évidemment, ça n'a jamais été déployé pour des logiques, des contraintes ou techniques, ou de coûts, ou de Wi-Fi, ou autres sujets de ce type-là. D'autres points qu'on a tous pu voir ensemble, hein, évidemment, des écrans superbes au demeurant, mais pas forcément avec des animations à l'intérieur, et ce qui a un effet contre-productif majeur auprès de la clientèle qui va voir pourquoi un écran a des caractères un peu bizarroïdes, tels que ceux que vous pouvez voir au milieu du slide, ou des écrans encore pires qui soient cassés ou autres. Donc, tout n'a pas fonctionné au niveau du digital. Pour autant, est-ce qu'il faut s'arrêter? La réponse et notre réponse, c'est bien évidemment non. Il ne faut pas forcément s'arrêter parce que le digital peut et doit fonctionner à partir du moment où il est complètement intégré dans des parcours de vente. Faire du digital pour faire du digital, c'est de l'investissement qui ne va pas servir à grand-chose. En revanche, apporter sa pierre à l'édifice dans l'expérience client final, là pour le coup, ça a de la valeur et ça doit être complètement intégré à l'IT. Et ça, on pense que c'est absolument fondamental. Alors pourquoi on pense que c'est plus un nice to have ou autre? C'est parce que comme vous voyez sur le slide qui est ici, en 2021, bah, des adultes, hein, alors américains certes, mais il n'y a pas beaucoup de différence avec les Européens, ont passé jusqu'à 4h23 minutes par jour sur leur téléphone avec une croissance de 25% par an. Alors évidemment, ça a une limite, hein, parce que à force de croître de 25%, on va avoir des journées complètes. Donc, mais ça veut dire que ça continue à croître. Ça veut dire que c'est un outil qui est totalement utilisé et qui est aussi utilisé dans vos magasins pendant que le client final est en train de faire un acte d'achat. Donc ça nous paraît particulièrement important de se dire que ça n'est plus tout à fait une option. On a des grandes enseignes, on peut prendre l'exemple du groupe Beaumanoir qui a déployé plus de 1000 appareils mobiles à l'intérieur de ses magasins pour faire un certain nombre de fonctionnalités extrêmement ciblé, avec du test and learn à chaque fois au niveau des fonctionnalités pour se dire, est-ce que si j'apporte une fonctionnalité de plus, est-ce que j'ai un résultat en plus? Et là, on pense que ça peut avoir vraiment beaucoup, beaucoup de valeur. Et cette explosion du mobile a un double effet quelque part. Le consommateur aujourd'hui a son mobile, le vendeur a son mobile. Donc nous, la manière dont on voit l'avenir de cette explosion du mobile, c'est d'avoir des interactions de plus en plus fortes en boutique entre le mobile du vendeur et le mobile du consommateur pour permettre de fluidifier le parcours d'achat. Par exemple, partager la wishlist que le consommateur a faite sur le web avec son vendeur pour voir s'il a les produits dispo ou tout simplement pour les essayer, mais aussi avec le paiement. Comme on a vu, Apple, un peu plus tôt cette année, a annoncé le Tap to Pay pour l'instant que pour le marché US, mais qui permet d'un simple geste de valider un paiement en approchant deux mobiles l'un de l'autre. Donc ça va se développer pour encore plus fluidifier le parcours d'achat via les mobiles du vendeur d'un côté, du consommateur de l'autre. Cette interaction telle que le décrit Olivier, c'est tout à fait juste. Ça peut être aussi, par exemple, pour recueillir le consentement d'un client sur un sujet donné. Il peut le faire sur son téléphone en toute tranquillité, en toute sécurité, et pour recevoir l'information de son consentement ou non. Donc voilà, c'est beaucoup d'outils comme ça, mais Olivier a complètement raison. Le digital, ça n'est pas que l'outil digital que vous offrirez aussi au magasin, c'est la capacité à interagir avec votre client final. Tout à fait. Et là, on est dans ce qu'a décrit Olivier, hein, qui était le thème un peu, on va dire, la ligne fondatrice de Connection, c'est là aussi de faire un certain nombre de tests. Les outils techniques que vous avez au travers d'Y2 ou de nos autres outils vous permettent de réaliser un certain nombre de tests en magasin en termes de mobilité, en termes de digital. On pense vraiment qu'il faut le faire parce que c'est des moindres coûts. Vous avez toute l'infrastructure technique qui est censée exister et vous pouvez ensuite faire des tests dans un ou plusieurs de vos magasins afin de mesurer l'efficacité d'une fonctionnalité donnée et de l'appétence aussi de vos utilisateurs pour ce type de fonctionnalité. Alors l'idée justement, c'est qu'on vous illustre un petit peu comment Cegid Retail aborde ces éléments-là. Et nous, dans notre vision, on met au cœur du sujet l'expérience du vendeur. En effet, la thématique qu'on a utilisée à Connection, c'est de dire expérience client ou expérience vendeur, pourquoi choisir? Il faut gérer les deux pour aller vers ce qu'on pourrait appeler la totale expérience au final, qui va permettre d'optimiser les performances de l'enseigne. Donc,
L'idée derrière cette notion de vendeur au centre, c'est que si on a un vendeur, et on pourra y revenir d'ailleurs, ce sera un des thèmes du deuxième webinaire sur Connection, on va parler de comment augmenter sa productivité. L'acquisition de StoreIQ en est justement un des objectifs, mais aussi de pouvoir rendre ça beaucoup plus simple et beaucoup plus facile pour lui. Alors, vous avez peut-être déjà entendu parler de Cegid Retail Live Store, qui est la nouvelle solution que l'on a lancée pour répondre à ces enjeux. Ce qui nous a animés en fait dans cette réflexion pour concevoir cette solution, c'est plusieurs points. Tout d'abord, il faut que les solutions digitales qu'on met à disposition, qu'on met entre les mains des vendeurs, soient adoptées, utilisées tout le temps. Aujourd'hui, le mobile du vendeur, ce n'est pas un outil vers lequel il va aller ponctuellement pour faire un inventaire quand on lui demande ou aller rechercher une info. C'est vraiment un usage permanent qu'il doit avoir de son mobile pour accompagner le client et quand le client n'est pas là, s'occuper d'un certain nombre de sujets backstore, back-office qu'il doit réaliser. Donc l'adoption est clé et pour que l'adoption soit clé, il faut que l'expérience utilisateur soit clé. L'autre point, c'est l'extensibilité pour nous. Une solution digitale en magasin, pour qu'elle s'adapte à tous les usages des différentes enseignes, elle doit pouvoir être personnalisée. Et nous, en tant qu'éditeur, on ne peut pas inventer tous les sujets, imaginer tous les sujets. Donc, on doit pouvoir concevoir une solution la plus ouverte possible qui va vous permettre de vous connecter à des services à valeur ajoutée que vous souhaitez déployer en magasin, mais potentiellement développer des outils autour qui sont adaptés à ce qui est le plus critique pour vous, ce qui est le plus différenciant entre vous et vos concurrents. Enfin, il faut aller vite, on l'a dit, hein, Stéphane le disait encore il y a quelques minutes. Du coup, un des points pour aller vite, c'est le déploiement. Il faut déployer très vite la solution, mais ce n'est pas qu'une question technique, c'est aussi une question d'adoption. Il faut passer le moins de temps possible, voire ne pas passer de temps à former les utilisateurs, à la fois la formation initiale quand il y a un nouveau collaborateur, mais aussi la formation continue quand il y a des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux sujets à déployer. Ça, c'est très important. Et enfin, il faut être en capacité, c'est ce que je disais à l'instant, de rendre ça totalement intuitif. Donc du coup, comment on a fait? Comment on a fait pour atteindre ces points clés? Ben, on a pris en compte aussi des sujets de rapidité dans la conception, dans le développement, dans les tests que l'on fait chez nous, mais aussi pour vous, côté IT, dans le déploiement sur l'ensemble de vos magasins. Et donc, on adopte des principes qu'on va évoquer de déploiement et de développement continu. Et au final, ça nous permet du coup d'élever l'expérience pour votre staff et au final pour vos consommateurs. Donc la solution LiveStore, c'est une solution, quand je disais qu'elle va vite, ça signifie que toutes les 2 semaines, nous déployons sur l'ensemble de nos data centers dans le monde, donc qui couvrent 60 pays dans le monde aujourd'hui, des nouvelles versions, des nouvelles fonctionnalités de manière totalement sécurisée avec un niveau de qualité inégalé aujourd'hui dont vous pouvez disposer pour les clients qui sont en SaaS, bien évidemment, puisque ça repose sur la technologie cloud. Et cette solution s'enrichit très très rapidement. Elle couvre déjà un très large spectre et d'ici la fin de l'année, alors que la solution est récente, on aura déjà atteint le niveau de couverture de notre mobile POS historique qu'on a mis plus de 10 ans à développer. Et on va continuer et on va couvrir des nouveaux pays, des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux sujets. Donc on couvre déjà tout ce qui est nécessaire pour opérer un magasin dans une logique très extensible. Donc la solution, elle fonctionne sur mobile, sur tablette, sur POS fixe, mais aussi sur Android, sur iOS ou sur Windows. Donc elle s'adapte vraiment à des typologies de magasins, des typologies de parcours qui sont très très différenciées. Donc il y a énormément de sujets fonctionnels à dire sur LiveStore, ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui. On le creusera au prochain webinaire. Donc on en vient maintenant à prendre vos questions-réponses.
Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on aille regarder avec Stéphane ce que vous avez pu mettre dans le chat ou dans les Q&A. Il y a deux fonctionnalités dans WebEx, hein. Donc, je vois une première question. On a parlé à deux reprises de StoreIQ. Vous avez parlé de StoreIQ à deux reprises. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Donc, Stéphane, tu veux prendre la réponse? Oui, oui, on va la partager. Effectivement, StoreIQ, comme on l'a pu le dire en préambule par l'annonce de notre Pure Connection, est l'acquisition d'une société anglaise qui aujourd'hui est extrêmement implantée dans des très gros réseaux, notamment étrangers, parce qu'elle est née en Angleterre, donc elle équipe des réseaux type Hugo Boss et d'autres. On détaille le sujet StoreIQ, notamment le 15 à 11 heures au second séminaire de Connection. Mais cette société donc propose un certain nombre de solutions qui rapprochent, pour faire simple, qui rapprochent le siège des magasins, typiquement avec des fonctionnalités qui donnent des outils, comme on a pu le dire tout à l'heure, au personnel en magasin afin d'appliquer toutes les guidelines de l'enseigne dans ces magasins. Typiquement, la gestion des vitrines, être capable d'avoir un plan d'implantation, de le réaliser, de prendre une photo, de le corréler au plan initial et éventuellement d'apporter les modifications quand c'est nécessaire. D'avoir aussi toute une logique de suivi des formations réalisées en magasin. Donc vraiment, c'est un outil pour améliorer. On l'a appelé, alors StoreIQ est quelque chose sur lequel c'est le nom d'origine de la société et on l'appelle aujourd'hui chez nous Retail Excellence, Store Excellence. Donc c'est vraiment avoir une capacité à exceller à l'intérieur du magasin et d'être extrêmement productif en magasin pour réaliser toutes les tâches qui sont des tâches, on va dire, hors vente. Là aussi, pour faire simple. Effectivement, Stéphane, Cegid Retail Store Excellence, c'est le nouveau nom de la solution. Depuis l'acquisition au mois de juin, on a beaucoup travaillé avec les équipes de StoreIQ sur ce sujet. C'est une solution qui est déjà déployée et utilisée dans 50 pays sur plus de 15 000 boutiques et des marques comme Hugo Boss, comme Superdry, comme Lacoste en UK et bien d'autres utilisent au quotidien cette solution qui apporte aux équipes terrain, aux équipes retail, une capacité à piloter les tâches, à engager les équipes terrain, à avoir une vue d'ensemble, à faire des rapports de visite pour contrôler le merchandising en prenant des photos des vitrines, en annotant les photos pour corriger le merchandising si nécessaire, etc., etc. Donc, vraiment optimiser les activités sur le terrain de l'ensemble des boutiques et garantir une expérience client conforme aux standards de la marque, quel que soit le point de vente où il se rend. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour nous. On ne couvrait pas du tout ça jusqu'à présent. Et ça vient compléter notre offre pour les clients d'ailleurs qui ont déjà nos solutions retail ou pas, puisqu'il y a très peu d'adhérence avec le système d'information sur ce type de service. Donc, StoreIQ n'est pas une start-up, hein, c'est un peu plus déjà de 40 clients, c'est des milliers de magasins installés dans beaucoup de pays. Donc, et comme je l'ai dit, on le décrit lors du séminaire du 15 à 11 heures, si j'ai bonne mémoire. On décrit évidemment ce qu'est StoreIQ et on rentre dans le détail de la partie fonctionnelle. On l'a illustré sur Connection. Donc, on a, comme l'a dit Olivier en préambule, on a splitté les deux sessions de web séminaire et on détaille StoreIQ lors du prochain web séminaire. Donc, je vois que Laurent nous demande justement concernant Cegid Retail Live Store, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Parce qu'effectivement, on a beaucoup communiqué depuis le début de l'année, mais la question c'est, est-ce que c'est réellement utilisé sur le terrain? Tu veux que je prenne la réponse? Oui, on va. Donc là-dessus, aujourd'hui, en toute transparence, nous avons la chance d'avoir 15 enseignes qui nous ont fait confiance pour Live Store et d'autres prochainement qui doivent nous confirmer leur choix ce mois-ci. Et nous avons plusieurs clients qui sont live, qui ont été déployés avec la solution en boutique et qui nous font des très très bons retours sur la solution et notamment ce qui revient systématiquement, c'est la rapidité de mise en œuvre. Pour des clients qui avaient certes déjà Y2 en SaaS, on a déployé la solution sur des process de vente complets en moins de 10 jours d'accompagnement jusqu'aux pilotes, des marques comme Jacquemus, comme Balibaris par exemple, ou Zone Boval sont déjà live avec ce type de solution et nous font des retours et on va en avoir prochainement parmi les 15 autres qu'on a signés, d'autres qui vont être live dès ce mois-ci et pas qu'en France. Donc le prochain qui sera live, c'est en Angleterre, donc là je crois que c'est la semaine prochaine.
et l'Italie dans les semaines qui suivent, Oui. parce qu'on va utiliser évidemment toute la puissance que permet KY2 au niveau de la gestion de l'internationalisation pour déployer cet outil-là dans beaucoup de pays. Point important sur ces enseignes telles qu'elles peut le décrire Olivier, c'est que ça nous permet de tester en fait, tout le monde n'utilise pas tout le potentiel de Livestore. Comme le dit Olivier, Livestore évolue très vite, mais tout le monde n'utilise pas toutes les fonctionnalités. En revanche, le fait d'avoir un panel de 15 enseignes dans des métiers très différents nous permet de tester les fonctionnalités on va dire de façon unitaire parfois ou de façon plus globale. Mais ça nous permet d'avoir une overview complète du produit et on va dire de le rendre beaucoup plus efficace, beaucoup plus productif à moyen terme quand il sera déployé à très grande échelle. Certains l'utilisent pour faire du queue-boosting, d'autres pour aller jusqu'au paiement, certains autres pour faire de la réservation, de l'extension de gamme. Donc on est vraiment sur des process très différents et ça nous permet de tester le produit vraiment in situ parce qu'on peut faire tous les tests qu'on veut en labo. La vraie vie, elle se passe toujours dans le magasin où des cas très étranges peuvent être déterminés. Et là, le produit résiste à ce type de cas et dans un très large panel fonctionnel. C'est extrêmement sécurisant pour nous et évidemment pour nos clients. Et donc là, je vois une autre question. Après, j'en vois plus d'autres. On n'a pas parlé de quelque chose qui était présent à Connection. Je pense que c'est une personne qui devait y être qui nous le rappelle à l'ordre, qui est le club utilisateur. Donc effectivement, il y avait un plot du club utilisateur qui était présent à Connection. Et pour donner un petit update sur ce sujet, donc il y a eu une convention de 2 jours à Paris au mois d'avril du club utilisateur. Et là, avec le club, on est en train de programmer les nouvelles interactions du club qui vont se traduire par 11 ateliers. Les thématiques ont été définies, les responsables ont été définis du côté du club, quels sont les clients qui vont piloter ça. Et là, on est en train de définir le calendrier. Donc, pour ceux qui sont intéressés par ça, n'hésitez pas à revenir vers nous. Je me permets de rappeler que le club est une association indépendante, donc il y a une adhésion à avoir, mais elle n'est que de 250 € par an par société, quel que soit le nombre de participants. Et que si vous voulez venir une première fois pour voir si ça peut être intéressant pour vous, c'est gratuit. Donc, vous n'avez pas besoin d'adhérer. Il faut cependant que vous nous préveniez qu'on vous mettra en relation avec le club pour que vous receviez les invitations. Donc 11 dates qui vont être prochainement communiquées sur des sujets métiers, technologiques, tendances très divers. Il y a un atelier de brainstorm sur à quoi ressemblera la caisse en 2030. Il y a un atelier très pratico-pratique sur comment, en tant que client, je peux réduire mon effort pour tester des nouvelles versions, etc., etc. Donc 11 thématiques très très riches, très très pratiques, et le calendrier sera prêt d'ici la mi-septembre. Voilà, donc au final sur Connection, on n'a plus d'autres questions. N'hésitez pas, hein, si vous aviez un petit regret, on serait très heureux de les recevoir. Au final sur Connection, énormément de choses à apprendre, beaucoup d'intervenants extérieurs autres que Cégide, capables de nous ouvrir les chakras, de nous ouvrir les yeux et les oreilles pour se dire qu'est-ce qui va se passer dans les mois et les années qui viennent et comment aborder chacun de ces sujets, parce que la logique n'est pas de se dire quelque chose existe, mais c'est comment est-ce qu'on en prend le chemin. Donc c'est effectivement passionnant et puis l'échange avec d'autres enseignes dans les milieux formels ou informels est là aussi particulièrement enrichissant. Donc c'est une excellente session et ce que je vous propose évidemment c'est de pouvoir aussi vous connecter à la deuxième partie du web séminaire comme je l'ai dit qui a lieu le 15 à 11 h. N'hésitez absolument pas pour vous inscrire. On y abordera donc Livestore, on y aborde Store IQ, on y aborde les problématiques autour du RSE. Voilà un certain nombre de sujets que l'on va détailler, qui étaient les ateliers thématiques que l'on a pu réaliser lors de Connection. Et Stéphane, puisqu'il nous reste 2-3 minutes, je propose d'unmuter, d'ouvrir les micros de tout le monde, voir si on a des questions live. Qu'on ne vous voit pas, donc c'est pas super interactif pour nous, mais en tout cas, on espère que c'était intéressant pour vous. Voilà, on a ouvert tous les micros. Est-ce que vous souhaitez en live poser une question, faire un petit commentaire? Nous donner du feedback sur ce qu'on vient de vous présenter, c'est aussi important pour nous. Non, pas de questions. Il nous reste juste quelques minutes, parce qu'on avait prévu donc 3/4 d'heure de présentation, ce qui a été à peu près tenu, hein, ce qui est un exploit pour Olivier et moi. Donc ensuite les questions-réponses. Et simplement vous proposer de nous retrouver aussi à Paris Retail Week, qui a lieu dans 2 semaines maintenant, sur 3 jours. Et donc ça va être
un sujet important, hein, parce que là, vous aurez la capacité à avoir évidemment des présentations de StoreIQ, les présentations évidemment de l'iStore, hein, qui seront les présentations aussi d'autres outils, mais ce sont vraiment les deux gros sujets qu'on va aborder pendant ces 3 jours, avec des démos, des échanges. Un cocktail le 21 septembre, nous vous engageons bien évidemment à pouvoir vous inscrire, hein, n'hésitez absolument pas, ce sera un plaisir de vous recevoir. Et puis un atelier que nous animons autour de l'expérience consommateur ou expérience vendeur. Est-ce qu'il y a une dichotomie? Et en fait, pour toute implication, je pense qu'il n'y en a pas, mais on vous le dévoilera le 21 à 15 h, avec là aussi un témoignage client qui sera Valibaris. Voilà, donc n'hésitez pas à venir nous rencontrer sur Retail Week. En tout cas, on tenait à vous remercier pour votre présence nombreux aujourd'hui. On espère qu'au prochain Connection, vous serez physiquement avec nous pour ceux qui n'y étaient pas. Et on vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci beaucoup. Bonne journée, à bientôt.